Imaginez-vous sortir d'un restaurant, d'un cinéma ou bien même d'une salle de sport. Marchez jusqu'à votre voiture dans un parking totalement vide où seul l'écho de vos pas résonne. Votre véhicule est juste devant vous, il ne suffit plus qu'à le déverrouiller pour accéder à l'habitacle. Mais là, le silence environnant est déchiré par 2 détonations. Vous venez d'être transpercé à 2 reprises par des projectiles. Vous rampez, agonisant, vos poumons se remplissent de votre sang, votre souffle s'estompe, c'est la fin. Une mort tragique, d'autant plus que vous venez d'être assassiné pour rien. Prenons la direction des États-Unis et Long Island où se trouve Amityville, une commune que vous connaissez certainement à cause d'événements terribles ayant conduit à des croyances paranormales. Une maison y serait hantée après le massacre d'une famille entière. Une histoire qui fait froid dans le dos, mais croyez-moi, l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui va également vous tenir en haleine jusqu'au bout. Paul Rydell est un beau bébé, c'est aussi un Américain tombé amoureux du football, non pas celui que l'on pratique en Europe, mais l'autre, celui qui se joue paradoxalement avec les mains. Dans ce sport, la dimension physique est au moins aussi importante que l'aspect tactique, ce qui conduit Paul à beaucoup développer sa musculature sans pour autant le vivre comme une contrainte puisqu'il adore ça. Le football et le sport en général apparaissent être une échappatoire pour l'homme dont le passé n'est pas des plus joyeux dans la mesure où il n'a jamais connu son père, celui-ci ayant quitté le foyer familial alors que Paul venait tout juste de naître. Ce manque d'amour paternel n'a jamais été comblé par sa mère, au contraire, qui lui faisait plutôt ressentir qu'il était en trop, presque indésirable. Une sensation de rejet terrible pour un enfant qui, malgré tout, cherche coûte que coûte à être enfin accepté par sa maman. En vain. C'est ainsi que Paul grandit, mais il est assez robuste mentalement pour ne pas flancher, se réfugiant dans le football. À l'automne 1998, Paul a désormais 29 ans. Il réside à Amityville et il est un célibataire aguerri, n'ayant pas encore croisé le chemin de l'amour. Mais pour lui, ce dernier point n'est pas le plus important, parce qu'avec son meilleur ami, Alexander Algeri, que tout le monde appelle Alex, Paul finit par réussir à mettre de côté tous les soucis qui le rongent depuis son enfance. Paul et Alex sont extrêmement proches, partageant la même passion pour le football, conduisant la même voiture et passant la moindre minute ensemble. S'ils vous annonçaient qu'ils étaient frères, vous n'auriez d'autre choix que de les croire, tant l'alchimie entre eux est grande. Et puis, même physiquement, il y a une énorme ressemblance. Ils sont tous les deux grands, avec une carrure imposante, ont des cheveux bruns et la barbe taillée de façon similaire. Une petite différence, tout de même, réside dans le caractère des 2 personnes, puisqu'Alex, contrairement à Paul, est bien plus doux et calme, contrastant avec la fougue et la nervosité dont peut faire preuve ce dernier par moments. De cette complémentarité sur le plan personnel, débouche une association sur le plan professionnel, Paul et Alex ouvrant une salle de sport dont la particularité sont ses horaires, celle-ci étant accessible 24 heures sur 24. Voici la première salle de sport des États-Unis offrant une telle amplitude horaire, un concept inhabituel, si ce n'est totalement absent chez les concurrents. Cette liberté absolue pour accéder à l'endroit permettant de faire sa session de sport, combinée à une période d'engouement pour le fitness, font de l'entreprise des 2 amis un véritable succès. Les choses sont en train de basculer dans la vie de Paul, qui est serein financièrement, a un super ami en la personne d'Alex et oublie petit à petit sa triste enfance. Mais pour ponctuer ce bonheur qui se dessine, trouver l'amour serait la cerise sur le gâteau. Pourtant, Paul, bien qu'il rencontre une femme de temps en temps, n'éprouve jamais de sentiments forts et durables à son égard. Cependant, les événements vont prendre une tournure inattendue durant l'hiver 1998, période pendant laquelle Paul rencontre Liane Armanini, une jeune femme de 26 ans et mère célibataire d'un enfant d'environ 11 ans. Elle travaille dans un bar du coin, et c'est de cette façon qu'elle et Paul engagent une conversation marquant le début d'une histoire. L'un des points chez Liane qui fait chavirer le cœur du grand gaillard qu'est Paul
et qu'elle est mère de famille, et cet aspect maternel réconfortant plaît à l'homme, ce qui est compréhensible compte tenu de son passé. C'est logiquement qu'ensemble, ils se mettent à sortir, d'abord dans des restaurants, avant d'officialiser finalement leur couple. Un an s'écoule, la vie est belle pour Paul, qui désormais ne peut être plus heureux. Et pourtant, son bonheur va encore être décuplé lorsque Liane annonce à son compagnon qu'elle attend un enfant. Une surprise qui remplit de joie le couple. Pour marquer l'événement, Paul fait sa demande en mariage afin de sceller cet amour à jamais. Durant la célébration, bien sûr, Alex est le témoin de Paul. Comment pouvait-il en être autrement ? Quelques mois plus tard, dans la foulée du mariage, voici que le fils issu de l'union entre Paul et Liane naît. Il s'appelle Nicolas. Évidemment, Paul ne souhaite absolument pas reproduire ce qu'il a vécu lors de son enfance et porte une attention particulière à sa progéniture qu'il chérit par-dessus tout. Mais une chose va se produire, une chose à laquelle personne ne s'attendait et qui vient mettre en péril toute la stabilité que Paul est parvenu à construire dans sa vie durant plusieurs années. En plein hiver, le 17 janvier 2001, un ami de Paul passe le voir à la salle de sport. Les deux hommes discutent ensemble, puis de fil en aiguille se disent qu'aller dîner pour continuer leur discussion ne serait pas une mauvaise idée. Paul abandonne son poste, offrant par la même occasion des heures supplémentaires non réclamées à l'un de ses salariés, et se rend au restaurant avec son ami où tout se passe bien, jusqu'à ce que son téléphone se mette à sonner. Il est environ 22h. Au bout du fil, c'est Liane, totalement paniquée, tenant un discours décousu que Paul n'arrive pas à décoder. Il comprend des bribes de phrases, laissant penser que des coups de feu ont été tirés. Finalement, Liane réussit à transmettre son message. Alex vient d'être abattu sur le parking de la salle de sport. La tristesse envahit Paul, sous le choc d'une telle nouvelle, puis l'incompréhension aussi. Alex était une personne sans problème, calme et facile à vivre. Comment a-t-il pu se faire abattre de la sorte ? Tandis que le chagrin de Paul prend de plus en plus d'ampleur, sa femme, elle, s'inquiète énormément. Le procédé utilisé par les meurtriers laisse penser qu'il était ciblé. Et donc, si Paul n'avait pas bénéficié de l'imprévu que représentait le dîner avec son ami, peut-être que lui aussi serait mort. L'utilisation d'une arme petit calibre, une exécution en pleine nuit avec des balles logées en pleine tête, font nécessairement se poser des questions sur un acte mafieux ou un tueur à gages. Le doute s'installe dès lors, car même s'il est vrai qu'Alex n'a jamais connu de problème dans sa vie, le tempérament de Paul l'a conduit plusieurs fois à se retrouver au milieu d'altercations. L'une d'entre elles aurait-elle pu s'envenimer au point qu'un meurtre soit perpétré ? Personne ne détient la réponse. Simplement, Liane est persuadée que la cible principale de cette attaque était son mari. Elle estime donc que non seulement lui est en danger, mais par extension, elle aussi, et surtout la prunelle de leurs yeux, leur fils Nicolas. Par précaution, dans le cas où il serait vraiment la cible d'une personne mal intentionnée, le premier réflexe de Paul est de se rendre chez son avocat pour faire rédiger un testament léguant tout ce qu'il possède à sa femme et son fils. Bien que le geste soit louable, il est l'arbre qui cache la forêt, puisque depuis leur mariage, la relation entre Paul et Liane a connu des hauts et des bas. 9 mois avant la mort tragique d'Alex, et juste après l'union du couple, tout semble aller pour le mieux. Tant sur l'aspect professionnel que familial, avec ce mariage et l'arrivée du petit garçon. Pourtant, Liane commence à s'agacer. Paul sort régulièrement avec des amis, ce qui le fait rentrer tard le soir, si ce n'est le lendemain matin. Et puis, il y a ces rendez-vous professionnels occasionnant des absences de plusieurs jours. La femme se sent délaissée, le couple se met à battre de l'aile, avec des disputes dont la fréquence ne cesse d'augmenter. Durant l'été de l'année 2000, au cours du mois de juin, Paul, comme régulièrement, n'est pas à la maison. Ceci est l'absence de trop pour Liane, qui décide unilatéralement de quitter la maison. Pour cela, elle affrète 2 camionnettes afin de charger ses affaires avant de partir. Cependant, il y a plusieurs soucis. Le premier est qu'elle n'a absolument pas prévu d'en tenir informer Paul. Celui-ci d'ailleurs apprend son souhait de départ le jour même, par un de ses amis s'étant rendu chez lui pour une visite. C'est cet ami qui lui dit qu'il y a 2 camionnettes devant chez lui en train d'empiler des affaires. Aussitôt, Paul monte dans sa voiture et fonce à la maison pour comprendre les événements qui s'y déroulent.
Lorsqu'il arrive, le dialogue est impossible avec sa femme, qui lui annonce qu'elle part vivre en Floride chez sa mère pour y commencer une nouvelle vie. Sa détermination est infaillible, aucune des paroles de Paul n'a le moindre effet. Celui-ci est prêt à accepter la situation, ce qui nous conduit au deuxième problème lié à ce départ précipité, le sort du petit garçon Nicolas. Bien que cela semble une question à trancher selon Paul, en réalité, Liane a pris la décision pour eux deux, en décidant que l'enfant la suivrait en Floride. Une situation inacceptable pour l'homme, son fils qu'il chérit et qu'il souhaite élever dans un cadre familial bien plus serein que le sien, pourrait sortir de sa vie, ce qui est inconcevable. Démuni, ne sachant comment réagir, et pour ne pas faire d'erreur, Paul prend la sage décision de consulter son avocat afin d'aboutir à un résultat qui satisfera les deux camps, puisqu'il semble que de l'union soit née une opposition à présent. L'homme, une fois chez son avocat, Steve Constantino, est véritablement submergé par la crainte de ne plus jamais revoir son fils. Mais en face, le juriste n'est pas inquiet, il s'agit d'un cas d'école pour lui. En l'espèce, c'est Liane qui enfreint la loi en partant de la sorte avec l'enfant. Effectivement, un conjoint ne peut, unilatéralement, plier bagages, déménager et s'installer avec l'enfant dans un domicile éloigné de l'autre conjoint, en tout cas en l'absence d'autorisation de ce dernier, ou bien, évidemment, d'une décision de justice l'y autorisant. C'est ainsi que Paul part en justice afin de faire entendre sa cause. Comme son avocat le présageait, il lui est donné raison. Le juge contraignant Liane à revenir dans l'État de New York sous 20 jours, auquel cas elle perdra définitivement la garde de l'enfant qui sera confié à son père. N'ayant d'autre choix, elle s'exécute, et la voici de retour au mois de juillet de l'année 2000. Malgré tout, cela n'empêche pas une procédure de divorce entamée par le couple, et Steve Constantino doit recevoir son client le 21 novembre pour planifier ce divorce et défendre les intérêts de son client. Comme convenu, Paul se présente au rendez-vous. Il est accompagné de son fils dans la poussette, et derrière lui se trouve Liane. L'avocat ne comprend pas ce qu'il se trame, mais Paul va lui expliquer. Il lui dit qu'il faut tout annuler, il n'y aura pas de divorce, les choses se sont arrangées. Paul, après avoir été à 2 doigts de perdre son fils et voir sa cellule familiale exploser, a décidé qu'il devait faire mieux en tant que père et mari, ce qui l'a conduit à vouloir annuler la procédure de divorce. Steve Constantino est un peu réticent, tentant de faire comprendre à son client qu'il est possible de simplement suspendre ce divorce afin de s'assurer que tout est véritablement rentré dans l'ordre. Il n'y a rien à faire, le couple est déterminé, le divorce est annulé. Seulement, Steve Constantino va creuser. Pour l'avocat, cette histoire autour du divorce n'est pas claire. De mémoire, il n'a jamais eu de client dont l'un des membres du couple s'était enfui avec un enfant pour demander le divorce ensuite et finalement tout annuler. Une situation ubuesque conduisant Steve Constantino à enquêter. Lors de la procédure lancée par Paul, Liane avait tout tenté auprès du juge pour ne pas être contrainte de revenir dans l'État de New York. Pour justifier ceci, Liane donne un motif incroyable. Elle aurait été informée que la tête de son mari serait mise à prix par la mafia. Une annonce surprenante, qui d'ailleurs n'est pas prise au sérieux par le juge, ni par Steve Constantino, qui connaît le passé de son client, et sait qu'il n'a jamais tissé de lien avec quelconque organisation criminelle. Mais tout ceci, je vous le rappelle, se déroule avant le meurtre d'Alex Algérie. En janvier 2001, Paul fait de son mieux pour être un meilleur mari. Seulement, Liane n'a plus jamais eu le même comportement depuis leur altercation. Il y avait comme une sorte de malaise constant. Une attitude étonnante également, puisque Liane se met à passer des coups de fil depuis une cabine téléphonique. Paul finit par l'apprendre puisque certains de ses amis ont vu à plusieurs reprises sa femme pendue au téléphone à l'extérieur de la maison. Le mari confronte son épouse sur ses agissements curieux. Elle lui explique qu'elle contacte sa mère qui n'apprécie pas Paul, encore moins depuis l'incident d'il y a quelques mois, et Liane préfère téléphoner à l'extérieur pour ne pas créer une situation embarrassante. Une explication tout à fait compréhensible pour Paul, qui de toute façon n'y prêtera plus aucune importance lorsque 2 semaines plus tard, son meilleur ami est exécuté sur le parking de la salle de sport. Ce soir-là, Alex est sorti de cette salle pour récupérer des CD dans sa voiture. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans un véhicule garé un peu plus loin,
2 personnes l'attendent, puis plusieurs coups de feu retentissent. La police n'a aucune piste, les preuves étant inexistantes sur le lieu du crime, et il semble que l'affaire d'Alex Algérie soit destinée à rester un mystère à tout jamais. Durant cette période, Liane est présente pour Paul. Bien qu'elle supporte son mari dans cette épreuve, elle apparaît assez froide malgré la mort d'un proche. Quoi qu'il en soit, la police continue de travailler sur cette affaire, finissant par émettre une théorie terrifiante. Alex n'était pas la cible des tueurs qui se sont trompés, c'est Paul qui aurait dû mourir. Liane avait donc raison, contrairement à ce que pensait Steve Constantino, l'avocat de Paul. Elle supplie son mari de partir avec elle en Floride, New York n'étant plus un endroit sûr pour la famille. Paul fait un choix radical. Il dit à sa femme de se rendre en Floride avec leur fils. Lui fera les allers-retours pour les voir et essayer de régler cette histoire en parallèle. Car s'il y a réellement un contrat sur sa tête, qu'il vive à New York ou en Floride, la mafia le retrouvera. C'est dans ce même laps de temps qu'il fait rédiger son testament. 2 mois durant, Paul fait la navette entre les 2 États séparés de presque 2000 km. Contre toute attente, une bonne nouvelle lui est finalement annoncée, puisque Liane est à nouveau enceinte. L'homme est fou de joie. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, c'est un sentiment de colère qui va prendre le dessus. Un jour, Paul reçoit un coup de fil d'un ami qui lui annonce qu'il y a quelque chose d'étrange avec sa femme. Lorsqu'il n'est pas en Floride, il apparaît qu'elle passe énormément de temps avec un certain Rocco. Je vous vois venir, arrêtez, ne faites pas la blague. Bien sûr, le mari n'est pas content d'apprendre une telle chose, faut le comprendre, et interpelle sa femme au sujet de cet homme, mais Liane indique que c'est seulement un ami. Cette réponse ne convient pas à Paul qui, furieux, décide de quitter la Floride sur l'instant pour retourner à New York. À peine est-il rentré qu'il reçoit un courrier déstabilisant. Une demande de divorce. Aïe, ce n'est pas une bonne nouvelle, au-delà d'une rupture sentimentale avouée, sur le plan juridique, cela met en mauvaise posture Paul s'agissant de la garde de l'enfant. Puisque cette fois-ci, avec son consentement, son fils a résidé plus de 6 mois en Floride, ce qui signifie que Liane peut rester avec lui sans que Paul n'ait la capacité de la contraindre à revenir. Les mauvais points s'enchaînent, comme si son monde s'effondrait. Puisque le 24 décembre, Liane met au monde leur 2e enfant, mais interdit à Paul de venir le voir. Une attitude cruelle qui n'empêche pas le mari de se rendre en Floride pour voir son 2e fils. Il fait le tour des hôpitaux à la recherche de son bébé qu'il ne trouve pas et personne ne lui dit où est-ce qu'il est. En l'espace de quelques mois, Paul a vu son meilleur ami mourir, sa femme le quitter et il ne peut pas voir grandir ses enfants. Ce qui le plonge dans une dépression sévère. Au printemps de l'année 2002, la seule chose qui compte encore pour le pauvre Paul, c'est de voir ses enfants que Liane tient à l'écart de lui. Et comme si cela n'était pas suffisant, la mort de son meilleur ami, toujours non résolue, crée un vide supplémentaire chez lui. Et voici que le mois de novembre 2002 arrive. Plus d'1 an après qu'Alex ait été abattu, la police vient d'arrêter un suspect pour vol qualifié. L'une des procédures dans l'État de New York, lorsqu'une personne est interpellée, est de questionner celle-ci afin de s'assurer qu'elle n'a pas d'informations à propos d'autres crimes non résolus. Et ce suspect a des choses à dire concernant le meurtre d'Alex Algérie. Évidemment, le tuyau n'est pas gratuit, il obtiendra certainement un arrangement en contrepartie. Mais toujours est-il qu'il donne un nom. Ralph Salerno, aussi connu sous le nom de Rocco, celui-là même qui est le prétendu ami de Liane. Le lien est évident. Aussitôt, la police envoie des hommes chercher le suspect pour l'interroger et clarifier cette histoire. Ralph Salerno, une fois assis en salle d'interrogatoire, n'est pas des plus résistants. En réalité, il dévoile tout immédiatement. Précoce, Rocco. Il avoue être le meurtrier du pauvre Alex Algérie et dénonce le complot duquel il fait partie. Lui et un autre homme nommé Scott Paget ont conduit depuis la Floride pour exécuter Paul Rydell. Ce n'est pas tout. Ce meurtre aurait été commandé par Liane qui entretient une relation avec Ralph. Elle savait qu'une fois que le juge avait ordonné son retour à New York, seul le consentement de Paul lui permettrait de retourner en Floride. Consentement qu'elle n'aurait jamais obtenu de sa part. Alors, elle a décidé de le faire tuer. Liane a donc donné une photo de Paul à Ralph, sauf que ce soir-là, les 2 tueurs se sont trompés de cible, la ressemblance entre Alex et Paul étant si frappante. Au retour de Ralph, Liane est en colère. Elle lui explique qu'il a descendu la mauvaise personne.
Pour couronner le tout, le nouveau-né de Liane, le bébé que Paul pensait être le sien, est en fait celui de Rocco. C'est ainsi qu'en mars 2003, Liane Rydell est arrêtée à son domicile en Floride, inculpée pour meurtre avec préméditation, et un an plus tard, le 24 avril 2004, le verdict tombe. Liane Rydell est condamnée à une peine d'emprisonnement à vie, accompagnée d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Ralph Salerno, quant à lui, devra surveiller ses arrières en prison le reste de sa vie, ayant été condamné à la perpétuité pour le meurtre d'Alex Algeri. Enfin, Scott Paget est condamné à une peine d'emprisonnement de 18 années pour sa participation à cette terrible machination. Aujourd'hui, heureusement, Paul a pu se reconstruire, il est le père qu'il a toujours voulu être auprès de son fils Nicolas. Il a aussi recréé un foyer avec sa nouvelle femme dont il a eu une fille. Voici pour cette histoire, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et en me suivant sur mes réseaux sociaux présents en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.